Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Ryan Adawi et je suis en quatrième année de médecine à l'Université de médecine et de pharmacie de Cluj-Napoca. Aujourd'hui, je vais essayer dans cette vidéo de vous faire deux schémas récapitulatifs, l'un pour le système cholinergique et l'autre pour le système adrénergique. Je tiens à préciser que des erreurs peuvent être contenues dans les deux schémas et que à ce propos, je me dédouane de toute responsabilité. Alors, on va donc commencer avec le système cholinergique. Ce schéma a pour vocation de pouvoir interpréter les indications des médicaments, et vous verrez qu'en fait, avec ce schéma-là, suffira juste de regarder le schéma à chaque fois que vous aurez un médicament qui agira sur les récepteurs cholinergiques ou adrénergiques pour pouvoir comprendre leur fonctionnement en fait. Donc on va commencer avec les récepteurs cholinergiques. Hop. Donc, hop. Je fixe un peu le tableau. Tac. Récepteurs cholinergiques. Récepteurs cholinergiques, c'est-à-dire avec la principale hormone acétylcholine. Voilà. Tac, récepteur cholinergique et acétylcholine. Donc, il faut savoir que dans les récepteurs cholinergiques, on a deux types de récepteurs, deux grands types, de grandes familles de récepteurs, les récepteurs muscariniques et nicotiniques. Donc, on va les ajouter au schéma. Hop. Les récepteurs muscariniques, muscariniques et les récepteurs nicotiniques qu'on va mettre tout au bout là. Hop. Nicotiniques. Très bien. Donc, il faut déjà savoir l'acétylcholine. L'acétylcholine, à quel moment elle va plus agir sur une certaine famille et à quel moment elle va plus agir sur une autre certaine famille. Donc, l'acétylcholine, il faut savoir que à des doses faibles, elle va plutôt agir sur les récepteurs muscariniques. À dose faible. Très bien. Et à forte dose, elle agira plutôt sur les récepteurs nicotiniques. Donc, à forte dose, cette acétylcholine agira sur les récepteurs nicotiniques. Très bien. Ensuite, il faut donc savoir que pour les récepteurs muscariniques, on va encore avoir deux sous-catégories. Ceux qui vont être couplés à la protéine G Q stimulatrice et ceux qui vont être couplés à la protéine GI inhibitrice. Donc, ça va être des RCPG, des récepteurs couplés aux protéines G. Et on aura donc ces deux catégories, les protéines G stimulatrices et les protéines G inhibitrices. Et à partir de là, on va pouvoir ranger les différents types de récepteurs muscariniques. Donc, pour les couplés à la protéine GQ
stimulatrice, on va donc utiliser la couleur verte. Le vert, donc pour la légende du schéma, le vert représentera tout ce qui va s'activer, qui va faire de la contraction, alors que le rouge sera tout ce qui va plutôt s'inhiber, se ralentir. Donc, on va encore pouvoir faire 2 flèches. Couplées à la protéine GQ stimulatrice. Parfait. Et on va avoir couplé à la protéine GI inhibitrice. On va donc mettre, comme c'est inhibitrice, en rouge. Protéine GI inhibitrice. Très bien. Donc on va commencer par l'une des catégories, donc la stimulatrice, où on retrouvera le récepteur muscarénique M1, M3, mais également M5. Chacun auront donc des localisations précises dans le corps. Donc, on va commencer par M1. Enfin, on va d'abord noter les 3, puis ensuite on commencera M1, qui, lui, on va l'appeler M1 neurone. Neurone. Pourquoi je l'appelle comme ça? Tout simplement parce qu'il sera plus dans le système nerveux central, dans les neurones périphériques, mais également, une petite exception, il sera également dans les cellules pariétales gastriques, donc qui n'est pas englobé dans le thème de neurones. Donc on peut mettre SNC qui est système nerveux central, on peut mettre cellule, donc cellule c'est avec une slash, cellule pariétale gastrique, et les neurones périphériques, qui rentrent donc bien dans le thème de neurones. Et donc, comme en général, tout ce qui est neurones nerfs fait penser à la couleur jaune, on va donc le mettre en jaune. Tac. Neurones, on va colorier le SNC, mais aussi les neurones, pardon, j'ai oublié, neurones périphériques. Hop, on va déjà colorier comme ça. Périphérique. Et donc, il faut savoir que ces récepteurs M1 vont fonctionner avec le système de phospholipase IP3, IP3 qui représente l'inositol triphosphate. Donc c'est un système comme les systèmes en biologie, quoi. Faut le connaître, le système phospholipase IP3. Il va donc se stimuler ce système qui, à son tour, l'inositol triphosphate, va effectuer certaines caractéristiques, va avoir certaines caractéristiques. Donc, sur notre schéma, on va mettre qu'au niveau du récepteur M1, oups, le tableau a failli tomber. Tac. Hop, je vais arranger ça rapidement. Tac. Hop.
Donc, je m'excuse. On a dit que au niveau du récepteur M1, donc il faut bien comprendre que c'est un récepteur, eh bien, on allait avoir une stimulation via, donc, au niveau de ce récepteur qui sera donc activé, eh bien, cette activation va permettre de stimuler. Stimulation sera représentée donc par un plus dans un rond. Donc on a dit que au niveau du récepteur M1 stimulé, ça sera le système phospholipase IP3, système phospholipase IP3 qui sera stimulé. Et donc, à son tour, ce système phospholipase IP3 va nous permettre de stimuler, d'avoir certaines caractéristiques telles que les tremblements, c'est important ici à ce niveau, tremblement, hypothermie, et l'augmentation. Augmentation sera représentée par une flèche vers le haut, augmentation des facultés cognitives ainsi que la mémoire. Hop. C'est assez important. Tac, tac, tac. Donc l'intérêt de ce schéma, comme ça vous allez savoir pourquoi ce schéma est important, c'est que dès lors qu'on va vous présenter un médicament où on aura par exemple le agoniste du récepteur muscarinique M1, agoniste, il va l'activer, donc logiquement il va provoquer cela, le tremblement, l'hypothermie, l'augmentation des facultés cognitives et de la mémoire. C'est en cela que ce schéma est très très intéressant. Voilà, donc c'est pour le récepteur M1. Moi j'aime bien l'appeler neurone, mais bon, c'est pas conventionnel. Évidemment, donc on a parlé du récepteur M1 qu'on va encadrer comme ça pour ne pas se perdre. On a également le récepteur M3. Récepteur M3 que l'on va mettre. On va mettre juste ici. Tac. Récepteur M3. Bon, le récepteur M1, on l'avait appelé neurone. Celui-là, moi, j'aime bien l'appeler muscle lisse glandulaire. Muscle lisse glandulaire, et vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Donc, pourquoi je l'appelle comme ça? Hop, on va l'encadrer déjà. Tac, tac. On va faire un petit récepteur avec le mot activé dedans. Voilà. Donc, c'est pareil ici, hein, il faut savoir que ce récepteur M3, on a dit qu'on allait l'appeler muscle lisse glandulaire. Tac. Il faut savoir que ce récepteur-là va également aller stimuler le système de phospholipase IP3. IP3, je rappelle, c'est inositol triphosphate. Donc on va, comme ici, représenter notre petite flèche. Tac, stimulation avec les plus. Système phospholipase
IP3. Et donc, pourquoi je l'ai appelé muscle lisse glandulaire? Bien déjà parce qu'on aura les muscles lisses viscéraux, les muscles lisses vasculaires, ainsi que les glandes exocrines qui vont être stimulées à leur tour donc par le système phospholipase IP3. Donc, on va devoir faire 3 flèches. Tac. D'abord, muscles lisses que je vais mettre ML, muscles lisses viscéraux. Et donc, comme je l'ai dit ici, quand c'est en vert, ça va être tout ce qui va être stimulation. Donc, partant de cette logique-là, au niveau des muscles lisses viscéraux, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une contraction. En général, contraction au niveau des muscles lisses viscéraux. Ou alors, une petite exception que je vais mettre entre parenthèses, relâchement de sphincter. Tac. Donc on va avoir une contraction. Comment? Sur quoi? Donc contraction au niveau 1 de l'intestin avec l'augmentation du tonus péristaltique. Donc péristaltique, c'est ce qui fait avancer la nourriture. Le péristaltisme en général, c'est ce qui fait avancer la nourriture dans les intestins. Et donc, si on repart de la logique du début, en stimulant le récepteur M3, qui va stimuler le système phospholipase IP3, on va avoir une stimulation de certains muscles lisses viscéraux, dont l'intestin, et sur l'intestin, l'augmentation du tonus péristaltique. Ensuite, au niveau des bronches, hop, au niveau des bronches, je vous laisse deviner, du coup en partant de toute cette logique, je vous laisse quelques secondes pour deviner au niveau des bronches, que je vais mettre en rose, que je vais colorer en rose, parce que le poumon fait penser au rose. Tac. Tac, bronche. Alors je pense que vous avez trouvé, on aura une bronchoconstriction. Bronchoconstriction. Ensuite, on a également, il faut savoir que on aura la vésicule biliaire qui sera également stimulée. En 3, en 4, on a également la vessie avec tout simplement la vessie, on aura une contraction. Je vais mettre entre parenthèses contraction. Qui dit contraction dit, ça va être quoi du coup l'effet, l'intérêt donc de stimuler les récepteurs M3 via des médicaments, ça va être l'augmentation de la miction. Tac. Hop. Ensuite, il nous reste encore une dernière partie avec l'œil qui sera quand même assez important ici. Donc on va laisser bien de la place pour le schéma. Tac. L'œil où on va avoir un myosis actif. Myosis actif. La contraction également au niveau de l'œil, contraction du sphincter
I1. Hop. Également, on aura des spasmes, de l'accommodation. Hop, spasme, accommodation. Hop, accommodation. Et ici, au niveau de l'œil, il y aura un effet assez intéressant qui sera la diminution de la tension. C'est une petite exception aussi par rapport à la logique ici. Diminution de la tension intra-oculaire. Également, j'ai oublié, mais au niveau du... On aura une contraction du sphincter aérien, mais également du muscle ciliaire. Tac. Bon. Eh bien, on a vu, du coup, pour reprendre un petit peu, parce que je sais que c'est assez compliqué, un médicament va agir sur l'un des récepteurs muscariniques. Dans notre cas, ce sera le récepteur M3. M3 activé va stimuler le système phospholipase IP3 qui agira sur les muscles lisses viscéraux. En agissant donc sur les muscles lisses viscéraux, on va avoir en général une contraction, je dis bien en général, au niveau de l'intestin, des bronches, la vésicule biliaire, la vessie, qui aura une contraction, donc l'augmentation de la miction. Et au niveau de l'œil, on aura un myosis active, une contraction du sphincter aérien, du muscle ciliaire, un spasme avec une accommodation et la diminution de la tension intraoculaire. Ensuite, avant de parler des muscles lisses vasculaires, je vais faire un petit arrêt sur les glandes exocrines. Du coup, les glandes exocrines, c'est pour ça que d'ailleurs dans le nom, j'avais appelé ça entre guillemets muscles lisses glandulaires. Donc, je vais laisser de la place pour le muscle lisse vasculaire qui est un peu plus complexe. On va juste mettre, donc on va le mettre par là, tiens, hop, comme c'est pas très très long. Au niveau des glandes exocrines, on aura une augmentation du volume de la sécrétion. D'accord? Donc tout ça suit bien la logique du schéma. Augmentation du volume de sécrétion au niveau des glandes exocrines. Ensuite, donc au niveau des muscles lisses vasculaires, c'est assez important ici. Je vais le mettre en bleu. Je vais vous dire pourquoi je vais le mettre en bleu. Alors, est-ce que ce bleu-là fonctionne? Ah, c'est un noir. On va mettre en bleu. Est-ce que ce bleu fonctionne? Oui, c'est parfait. Alors, on a dit donc muscle lisse vasculaire, que je vais mettre en bleu ici. Pardon, hein, il faut que ça soit clair. Donc là, je vais souligner glande exocrine, parce que ça fait partie. Tac, tac, on va encadrer ça. Tac, tac, on va encadrer ça. Voilà. Et le troisième, donc, sera muscle lisse vasculaire. Muscle lisse vasculaire. Hop. Et pourquoi je vais mettre ça en bleu? Eh bien, tout simplement parce qu'ici, on aura une vasodilatation au niveau de ces muscles vasculaires. Donc, in vivo,
peut-être changer de bleu parce que celui-là... Donc in vivo... Ah, c'est encore en noir. Donc in vivo, on va avoir une vasodilatation. Hop, je vais mettre en grand parce que c'est important. Vasodilatation. Hop, je vais utiliser un autre bleu parce que vasodilatation. Hop, in vivo, vasodilatation au niveau des muscles lisses vasculaires. Mais il faut savoir que cette vasodilatation au niveau des muscles lisses vasculaires se fera donc indirectement par la libération de NO qui est l'oxyde nitrique. Hop. Donc, stimulation récepteur M3, activation système phospholipase IP3. Et sur les muscles lisses vasculaires, on aura donc la libération, grand 1, la libération de, donc c'est l'oxyde nitrique NO, hein. NO, oxyde nitrique, par les cellules endothéliales. Donc juste un petit point sur le code couleur. Vasodilatation, c'est couleur bleue. Et quand il s'agit de vasoconstriction, ça sera plus couleur rouge. Donc, cet oxyde nitrique qui est libéré va agir sur la guanylate cyclase. D'accord, donc stimulation ou activation pour le plus, hein, de la guanylate cyclase. Le GMPC libéré du coup, GMPC va, donc la stimulation de la guanylate cyclase va, j'espère que je ne me trompe pas, mais en gros va activer, libérer la GMPC, qui à son tour va provoquer la sortie du potassium K+, et du calcium également, qu'on va mettre en rose. Tac. Hop, sortie de K+, de K+, et de Ca2+, donc du potassium et du calcium de la cellule. Et donc également une hyperpolarisation. Ça va avoir physiologiquement une conséquence qui est donc la vasodilatation. Hop, ça c'est vasodilatation. Seulement à titre de connaissance, il faut savoir que ici, ce cas-là, c'est in vivo. On a également le in vivo, mais où est-ce que les cellules endothéliales sont endommagées?
notamment par exemple de l'athérosclérose, à ce moment-là, on aura plutôt une vasoconstriction qui va se faire. Et pareil pour in vitro, sans cellules endothéliales, ça serait plutôt une vasoconstriction. Mais c'est plus pour augmenter la culture générale qu'autre chose, quoi. Voilà. On a fini pour le récepteur M3. Donc, prenons un médicament quelconque qui va activer le récepteur M3, qui sera agoniste donc du récepteur M3, pardon, qui va activer le système phospholipase IP3 et qui va donc agir sur les muscles lisses viscéraux, les glandes exocrines, les muscles lisses vasculaires. Et voilà, donc ça c'était pour le récepteur M3. On a également le récepteur M5, mais on ne va pas le détailler, on va juste le rajouter dans le schéma. Tac, on va le mettre ici, M5, tac. On a fini avec les muscaréniques couplés à la protéine GQ stimulatrice. On a également les récepteurs muscaréniques couplés à la protéine GI inhibitrice. Cette fois-ci, ce sera les récepteurs M2 et M4. Donc ici on a M1, M3, M5. Donc c'est plutôt facile à prendre, 1, 3, 5. Et on aura le 2 et le 4 pour ceux qui sont couplés à la protéine GI inhibitrice. Donc, le M4, je vais le mettre, mais on ne va pas le détailler. Au niveau du récepteur M2, c'est ce qui est le plus important. Donc, récepteur M4. Je regarde juste où est-ce que je vais mettre ça parce qu'il y a pas mal de choses à mettre et il n'y a plus beaucoup de place. On va mettre ça par là. Ici, je pense. Voilà, on va faire ça. Tac. M4. M2. M2, moi j'aime bien l'appeler M2 cœur. Pourquoi cœur? Eh bien, vous allez voir ça tout de suite. Cœur. C-O-E-U-R. Donc, comme c'est une protéine GI inhibitrice, on va avoir, comme c'est une protéine J, donc on s'imagine vraiment, il faut que ça soit du concret pour comprendre. On va aller stimuler un récepteur muscarénique M2, donc agoniste du récepteur M2, donc ça va être couplé à la protéine GI inhibitrice. Donc dans ce cas-là, comme c'est inhibitrice, on va avoir l'inhibition de l'adénylate-cyclase. Qui dit inhibition de l'adénylate-cyclase, donc je vais le noter parce que c'est important, hein. Inhibition de l'adénylate-cyclase, donc je vais mettre AC, hein, AC, inhibition d'AC. Si on a l'inhibition d'AC, je vous laisse de l'adénylate-cyclase, je vous laisse un petit peu réfléchir. Si vous avez encore quelques souvenirs par rapport à vos cours de biologie. Inhibition de l'adénylate-cyclase. L'adénylate-cyclase, normalement, elle va activer quoi? La MPC. Donc, si on a l'inhibition de l'adénylate-cyclase, on aura l'inhibition de la formation de la MPC. Inhibition de la formation de la MPC. Parfait. On va avoir un effet, du coup, suite à cela. Donc, hop, inhibition de formation de la MPC. Comme on a un manque d'AMPC, on va avoir une hyperpolarisation de la membrane via les canaux K+. D'accord? Donc, on peut le mettre, hein, tac.
inhibition. Pardon, hyperpolarisation. Donc c'est pas inhibition, hein. C'est hyperpolarisation. Hyperpolarisation de la membrane via canaux K+. Donc, je vais faire une petite représentation ici, hein, parce que j'aime bien le concret, j'aime pas quand c'est flou, quoi. Donc, il faut imaginer l'effet qu'on va avoir. On va avoir des canaux K+, que je vais mettre en vert. Potassium, le code couleur du potassium, c'est vert. Le K+, il faut l'imaginer comme ça, qui sort, hein. K+, le potassium. Si K+, il sort, même un CP, il sait pas c'est quoi K+, il voit du plus, le plus il sort. Alors le plus il sort. Si le plus il sort, qu'est-ce qui va se passer? Il restera le moins à l'intérieur. Et le plus du coup à l'extérieur. Hop, faut imaginer, c'est la membrane, ça, tac, 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 tac. Voilà. Ça, c'est le mécanisme physiopathologique, quoi. Mais nous, ce qui va vraiment nous intéresser pour les médicaments, pour le concret, quoi, pour agoniste récepteur M2, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais le mettre ici, même si c'est un petit peu délicat par rapport au schéma, mais je vais quand même le mettre ici. Donc, on va avoir au niveau du cœur. Tac. Bon, on va mettre ça ici, hein, au niveau du cœur. C-O-E-U-R. Au niveau du cœur, hein, c'est bien M de cœur. On va avoir, déjà ça va être où on va avoir l'agissement au niveau des oreillettes et du tissu nodal. Des oreillettes et du tissu nodal. Voilà, et donc on avait dit quoi tout à l'heure? Que le code couleur, c'est pour dire que ça va ralentir. On ralentit, on a une inhibition. Donc, on a plusieurs effets qu'il faut connaître sur le cœur, très très important pour comprendre les médicaments. Effet, 2 points. Tac, effet de points. Donc, chronotrope négatif. Chronotrope négatif, c'est-à-dire ça ralentit le rythme cardiaque. Effet 1. Chronotrope négatif. Négatif, c'est un moins dans un rond, hein. Chronotrope négatif ralentit le rythme cardiaque. Ralentit le rythme. Inotrope négatif. Inotrope, c'est quoi inotrope? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Inotrope négatif, c'est-à-dire diminution de la force de contraction du cœur. Diminution de la force de contraction du cœur. Très bien. Très très bien. Hop, ça on met entre parenthèses, hein, parce que c'est juste ce que ça veut dire en haut, quoi. 2 et 3. Chromotrope négatif également. Chromotrope, c'est quoi? Le temps que je note, je vous laisse réfléchir. Chromotrope. Dromotrope, pardon. Dromotrope. Je vais le réécrire, c'est pas grave. Hop, dromotrope.
Dromotrope, attention, il ne faut pas confondre avec chronotrope comme je viens de le faire. Dromotrope, donc dromotrope c'est quoi? Dromotrope c'est pour la conduction, donc ça ralentit la conduction. Ralentit la conduction. Si ça ralentit la conduction. En cas de surdosage d'agoniste de M2, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Ralentissement de la conduction, qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh bien, on peut avoir le risque d'un BAV, un bloc atrioventriculaire, plus qu'on a un ralentissement. Donc ça, c'est vraiment intéressant de le mettre comme ça pour comprendre les médicaments. Ça va être parfait. Risque de BAV. Tac. Parfait. En cas de surdosage ou autre. Hein, je ne sais pas plus les détails, mais voilà. Avec ça, donc je vais mettre... Donc je vais encadrer juste tout ce qui est effet. Donc effet en général quoi. Je vais l'encadrer. Tac, ça, on va l'encadrer. En fait, c'est ça, quand on fait des grands schémas, il faut respecter des codes parce que sinon, on se perd vite. Tac. Pour le cœur ici, les effets, on va les encadrer. En fait, tout ce qui est encadré, c'est ce qui va vous servir pour les médicaments, quoi. Pour savoir exactement si on stimule par exemple le récepteur M2, agoniste du récepteur M2, qu'est-ce qui va se passer? Effet, tac, bam. Si on, au contraire, si on fait le contraire, on prend un antagoniste du récepteur M2, je ne m'en rappelle plus, hein, mais logiquement, on va avoir plutôt une augmentation du rythme cardiaque. Du coup, si on prend un antagoniste, pas un agoniste, un antagoniste, donc voilà. Je pense que là, on a fait le tour pour les récepteurs muscariniques. Pardon, donc on avait dit que les effets on va les encadrer, donc ça, tac 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 tac. Je le fais comme ça parce que c'est un petit peu différent quoi, comme c'est via la libération de l'oxyde nitrique. Voilà, donc on a fait rapidement les récepteurs muscariniques. Donc je tiens juste à préciser que vous pouvez refaire ce schéma sur votre feuille, quoi. Là, j'essaye de faire comme je peux sur le tableau que j'ai. Mais en gros, si vous le faites, vous le personnalisez vous-même, peut-être que ça sera plus facile pour apprendre, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu décaler la feuille. Comme ça, je pourrai avoir de la place pour les récepteurs nicotiniques. Tac, 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 tac. Hop, ça on va mettre là. Tac. Hop. Parfait. Le tout c'est que ça tienne. Hop. Voilà. Les récepteurs nicotiniques, on l'a dit. Alors. On rappelle juste tout à l'heure ce qu'on avait dit, acétylcholine. Je suis désolé, hein, j'essaye de revoir en même temps parce que ça fait longtemps que j'ai pas revu quoi. Donc l'acétylcholine, on a dit qu'elle allait agir plutôt sur les récepteurs nicotiniques à forte dose. À forte dose quoi. À forte dose, il faut également savoir quelque chose, que si on va administrer un antagoniste muscarinique, il faut savoir que, en fait, bon là c'est un petit peu compliqué, là, je viens de m'en rappeler, si on administre un antagoniste AT, antagoniste de muscarinique,
de récepteur muscarinique, de RM, eh bien, l'acétylcholine, à ce moment-là, fonctionnera à forte dose ou pas sur les récepteurs nicotiniques. Pourquoi? Dans le sens où on a un antagonisme, quelque chose qui va bloquer le récepteur muscarinique. Donc qu'on mette une dose faible ou dose forte, ici c'est fermé, et donc obligatoirement ça va là-bas. Voilà, donc c'était une petite précision quand même peut-être assez importante à dire. Donc antagoniste de récepteur muscarinique, atropine, hein, par exemple. Voilà. Récepteur donc nicotinique. Un petit peu plus compliqué cette partie. Ici, nicotinique, je vous le cache pas que ça va être plus compliqué. Mais bon, c'est pas si dur quoi. Alors, on va commencer déjà par dire qu'on va avoir des récepteurs qui vont être pentamériques avec 5 sous-unités. Une information random comme ça. Tac, tac, tac. On va faire comment? On va le mettre. On va plus le mettre là. Hein. Nicotinique, hop. Donc, nicotinique, c'est. Aïe, j'ai écrit un truc qui s'efface pas. Ça va pas le faire. Donc, pentamérique. Pentamérique. Avec 5 sous-unités. SU, sous-unités. Voilà. Il faut savoir que ici, contrairement aux muscariniques où on avait des RCPG, ici on va plus utiliser des récepteurs nicotiniques qui sont couplés au canaux sodique Na+. Donc nicotinique, hop, couplé au canaux sodique Na+. Hein, si je représente ça par un schéma, donc si je représente ça par un schéma, en fait ce qui va se passer c'est que si on stimule un récepteur nicotinique, ils sont couplés à des canaux sodiques qui sont présents en fait, je vais écrire avec ça quand même, mais, qui sont présents donc hop, ici il faut imaginer que c'est extracellulaire, ici c'est intracellulaire. On a les canaux soniques, les canaux soniques, sodiques, pardon, canaux sodiques. Les canaux de sodium, ça va être mieux comme ça, qui sous stimulation, hop, les récepteurs nicotiniques sous stimulation vont activer vont s'ouvrir sous stimulation des récepteurs nicotiniques et faire rentrer ainsi donc le sodium dans la cellule, tout simplement. Sodium qui rentre dans la cellule. Qu'est-ce qui va se passer? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Eh bien, si on a un plus qui rentre dans la cellule, ça sera une dépolarisation rapide de celle-ci. Hein. Hop, on peut continuer comme ça, moins à l'extérieur, plus. Dépolarisation rapide. Tac, je vais le mettre ici. Dépolarisation rapide. Tac, c'est parfait. Alors, maintenant qu'on sait ça sur le récepteur nicotinique, il faut savoir que comme tout à l'heure, on a plusieurs
catégorie. Euh, on va commencer par le musculaire strié. Hop, musculaire strié. Attention, juste, faut absolument pas tout mélanger. Donc, je vais bien mettre une délimitation comme ça. Tac. Parce que ça peut vraiment porter à confusion, surtout si c'est la même couleur et à côté, ça m'étonnerait pas. Donc voilà, hein, attention, on ne confond pas les deux récepteurs, parce que sinon ça va pas le faire. Tac. Euh, musculaire strié, on avait dit, hein, tac. Musculaire strié. Hop. Il faut savoir qu'il a un petit peu un nom assez complexe. Donc, alpha 2. Non, alpha 1, pardon. Qui est entre parenthèses avec un petit exposant 2. Bêta 1. Gamma E. Hop. Et celui-là, il va être présent où, justement? Au niveau des jonctions neuromusculaires. Des jonctions neuromusculaires. Jonction neuromusculaire. Bon. Je vous laisse deviner, du coup, si on est à la jonction neuromusculaire, on va avoir une contraction du muscle strié. Donc, contraction muscle strié. Contraction de muscle strié. Je suis désolé, le code couleur est un peu bizarre là, mais c'est comme ça. Contraction de muscle strié. Hop. C'est un effet important, hein, donc on a un médicament agoniste de ce récepteur, que je ne vais pas redire, ce récepteur nicotinique. Il est agoniste, donc ça pourra permettre la contraction de muscles striés. Et en fait, dans votre cours, il y aura les indications en quoi on a besoin de cet effet-là et pourquoi ce médicament sera administré. C'est ça qui est intéressant en fait. Et donc on en a fini pour ce premier récepteur musculaire strié. Il faut savoir qu'on en a un deuxième et un troisième. Le deuxième, on va plutôt commencer avec le SLC parce qu'il est plus simple et surtout qu'ici on n'a plus de place. Parce que le troisième il prend beaucoup de place. Donc, pourquoi je mets en jaune? Parce que c'est le SNC, système nerveux central. Il faut savoir que au niveau du système nerveux central, il va porter un nom également. Un nom encore dégueulasse. Tac. Hop. Alpha 4. Exposant 2. Bêta 2. Exposant 3. Et il y en a un autre également au niveau du SNC, comme récepteur nicotinique. Tac. Alpha 7. Exposant 5. Voilà. Donc,
en quoi ça va être intéressant de venir stimuler ces récepteurs-là au niveau du SNC? Il faut savoir que ce sont des récepteurs donc présynaptiques. Donc je vais le noter parce que c'est important. C'est des récepteurs présynaptiques. Présynaptiques, donc c'est avant la synapse. Et donc cette stimulation, donc faut imaginer, il faut que ça soit un peu du concret quoi. On a par exemple, moi je sais pas, je vais faire un petit schéma. Là on a une présynapse, d'accord. Hop, là on a le bout de la synapse. Là, tac, tac. On a dit que c'est un récepteur présynaptique, voilà, tac. Ici on a le récepteur. Et en gros, en fait là, ce qui va se passer, c'est que cette stimulation du récepteur ici, là, imaginons ça c'est un agoniste, d'accord, il vient ici sur ce récepteur, ça va faire quoi? Ça va augmenter la libération de médiateurs tels que la dopamine, d'accord. Voilà, la dopamine pourra sortir. Donc là, c'est vraiment un effet assez important, la libération de la dopamine au niveau des synapses. Donc augmente la libération de médiateurs, augmente donc la libération de médiateurs tels que la dopamine, pardon. Dopamine. Voilà. Enfin, il nous reste un dernier à voir. Donc, le dernier à voir est assez complexe. Il faut vraiment comprendre. Donc, je disais que c'est assez compliqué. Donc, le récepteur ganglionnaire, il a également un certain nom assez plus ou moins complexe, on va dire quoi. Donc, on va faire le troisième. Tac. Ganglionnaire. Il a un nom encore un petit peu complexe. Alpha 3 exposant 2. Je sais plus si on dit exposant, mais bon, vous m'avez compris quoi. Bêta 2 exposant 3. Bêta 2 exposant 3. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que on prend par exemple la nicotine. La nicotine, hop, voilà, parfait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle récepteur nicotinique. Nicotine. La nicotine, elle va venir faire quoi? Elle va venir stimuler ce récepteur ganglionnaire. Quels vont être les effets? On a deux phases. Lorsque la nicotine va venir stimuler les récepteurs ganglionnaires, il faut savoir qu'on a deux phases. On a une phase que je vais dessiner en vert, la phase excitoganglionnaire précoce. Attention, concentrez-vous parce que c'est un petit peu complexe. Phase excitoganglionnaire. Phase excitoganglionnaire précoce. Donc c'est au début quoi. Précoce. On va avoir les effets de l'agoniste nicotine sur les récepteurs ganglionnaires. Ça va être quoi? Ça va être on va avoir donc une phase excitoganglionnaire précoce et celle-là ici ça va agir donc sur les ganglions parasympathiques, agit sur ganglions parasympathiques, parasympathique. Tac, parasympathique. Agit sur les ganglions parasympathiques. Ça aura donc des effets muscariniques. Donc,
parmi les effets muscariniques, quoi. Donc, en gros, agit sur les ganglions parasympathiques. Cela donnera des effets muscariniques. Quels sont ces effets muscariniques? Bradycardie, hypotension, augmentation du péristaltisme, augmentation de sécrétion et vomissement. Donc, en rouge, parce que ça ralentit, bradycardie, hypotension. En vert ici, parce que ça augmente, augmentation du péristaltisme. En fait, c'est un petit peu un mélange entre vous vous rappelez, je sais pas si vous vous rappelez un peu, mais entre les couplets à la protéine G inhibitrice, couplets à la protéine GQ stimulatrice. Attention, c'est pas les mêmes, mais il y a des effets qui se ressemblent, quoi. Bradycardie, hypotension, augmentation du péristaltisme et augmentation de sécrétion et vomissement. Sécrétion et vomissement. Voilà. On aura également une phase excitoganglionnaire tardive. Phase excitoganglionnaire tardive. Tac. J'espère que j'aurai assez de place pour finir. Excitoganglionnaire tardive. Tardive. Je le dis parce que je sais que ça va être compliqué à lire là. Mais c'est super important. Donc, ça va agir ici sur les ganglions sympathiques. Ganglions sympathiques, oui. Sympathiques. Sympathique. On aura donc un effet adrénergique. Ici, on avait un effet muscarinique. Là, on a un effet adrénergique que je présenterai, je pense, dans une autre vidéo, tout ce qui est adrénergique. Effet adrénergique. Adrénergique. Quels sont ces effets adrénergiques? Tachycardie. Donc, en fait, c'est un peu l'inverse de ce qu'il y a en haut, là, juste en haut. Tac, 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 on va faire comme ça. Effet adrénergique. Donc, tachycardie, hypertension, HTA, hypertension, relâchement des muscles, augmentation de la glycémie, relâchement muscle, augmentation de la glycémie. Je suis désolé, mais un peu de place. Mais en tout cas, bon, je vous l'ai dit à l'oral. Donc, nicotine vient stimuler les récepteurs ganglionnaires nicotiniques. On aura donc ici deux phases, une phase excitoganglionnaire précoce et une phase excitoganglionnaire tardive. La phase précoce agit sur les ganglions parasympathiques. Qui dit parasympathique dit c'est lent, donc lent, bradycardie, hypotension, augmentation du péristaltisme et de sécrétion, vomissement. Je suis d'accord avec vous, ça c'est pas lent, ça c'est censé être augmenté, mais bon, un peu compliqué, mais quand on l'apprend, ça passe, quoi. Phase excitoganglionnaire tardive qui va agir sur les ganglions sympathiques. Là, on a tachycardie, hypertension artérielle, augmentation de la glycémie et les relâchements des muscles. Voilà, c'est les effets adrénergiques ici. Et en gros, pour résumer rapidement, pour les récepteurs nicotiniques, c'est vraiment très très gros, hein, mais en gros, en cas d'urgence, en cas d'oubli à l'examen, quoi. Tachycardie, hypertension, midriase, tachycardie, hypertension, midriase, qu'on peut mettre ici. Tachycardie, c'est les principes. Bon, c'est très gros, hein, mais sur les récepteurs nicotiniques, on aura tachycardie, hypertension, midriase. Midriase. Voilà. Bon. Eh bien, je pense que j'ai fini la vidéo. En tout cas pour le système cholinergique, je reviendrai sûrement très prochainement avec une autre vidéo sur les récepteurs adrénergiques. Tac.
Voilà, je me mets au niveau du tableau. Si vous voulez screenshot, voilà. Et bah, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Ou voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer dans les commentaires. J'ai fait comme j'ai pu, c'est un cours que j'ai vu il y a assez longtemps. Mais bon, je voulais présenter avec vous ce schéma que j'avais fait pendant la pharmaco. Voilà, merci.